J'ai eu accès à des documents, à des témoignages d'un grand nombre de témoins, et du côté du secteur privé et du côté de son cabinet de l'époque, qui m'indiquent qu'ils se sont inquiétés à l'époque de voir les liens très étroits entre Madame Aurore Berger et la représentante de la Fédération des crèches privées, Elsa Hervy. Et j'ai pu avoir accès à des documents où on voit qu'elles échangent très régulièrement, notamment sur Telegram, et que la ministre indique à la fédération comment elle doit, euh, elle doit s'animer dans les médias, à quel moment Elsa Hervy doit intervenir sur quel plateau, etc. Il y a un séquençage Une sorte de médiatique. coordination entre les deux? Exactement. Et de l'autre côté, la fédération va transmettre un certain nombre d'éléments à Aurore Berger, notamment une note auquel j'ai eu accès, où point par point, vous avez des messages qu'elle va reprendre lors de cette interview que vous avez menée. Et donc, pendant plusieurs semaines, comme ça, elles vont se coordonner pour éteindre le scandale plutôt que pour régler les problèmes de fond. Et là où c'est fondamental, c'est que quand vous faites de la communication, vous ne faites pas de la politique, hein, vous ne réglez pas les problèmes, et qu'il y a un certain nombre de collaborateurs de son cabinet, 5, qui sont partis. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'impression que leur ministre leur demandait de répondre à des intérêts particuliers. Elle a fait d'ailleurs passer des demandes très concrètes auprès de ses collaborateurs, au lieu de répondre à l'intérêt général. Il y aurait donc parjure en quelque sorte en plus, puisqu'elle a dû s'exprimer en promettant de dire la vérité, toute la vérité, devant l'Assemblée nationale lors d'une enquête parlementaire. Aurore Berger a annoncé depuis une plainte contre vous pour diffamation. Une autre plainte pourrait également être déposée par la présidente de la Fédération française des entreprises de crèches, dont vous parliez à l'instant. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ces plaintes ont véritablement été déposées, ou est-ce que pour l'instant il ne s'agit que de menaces ? Alors, ces plaintes n'ont pas été déposées. Orpea avait menacé à plusieurs reprises de porter plainte. Évidemment, si elle porte plainte, on est prêt. C'est un travail de 2 ans et demi qui est fait de manière très minutieuse. J'ai des dizaines, des centaines de documents et d'enregistrements et de témoins aussi qui m'accompagnent. Donc, on est tout à fait prêt à répondre à une plainte. Comment est-ce que les CAF n'ont pas pu voir ce système mafieux que met... Ben si, ce système mafieux. Je dis ce que je veux, d'abord vous direz ce que vous voulez, et moi je dis ce que je veux. Exactement, liberté de parole. Liberté de parole. Comment est-ce que les CAF, l'État, n'ont pas pu voir ce système mafieux qui se mettait en place? J'avoue que je ne comprends pas comment il n'y a pas pu avoir plus de contrôle. Encore une fois, que les autorités de contrôle n'ont pas fait leur travail. Et au-delà des compétences, du manque de moyens et tout, il y a quelque chose qui doit aussi tous nous interroger. C'est que au sein des CAF et de la CNAF, j'ai un certain nombre d'éléments qui font dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient au courant de certaines de ces pratiques. Il y a notamment un directeur de la CAF du Nord qui témoigne en son nom. Qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'il y a déjà 3 ou 4 ans, des inspecteurs ont fait des contrôles sur plusieurs sites, plusieurs crèches People and Baby, et en faisant ces contrôles sur pièce et sur place, ils se sont rendus compte qu'il y avait des déclarations qui ne tenaient pas la route. Des déclarations sur le taux d'occupation et le taux de facturation. Ils ont rendu un rapport. Le directeur de la CAF s'est rendu compte avec ce rapport qu'il y avait quelque chose de l'ordre du système dans de fausses déclarations d'heures de présence de bébés, et a envoyé ce rapport à la CNAF à Paris en disant « Attention, il y a un opérateur là qui met en place des pratiques de fausses déclarations d'heures de présence de bébés, il faut traiter ce dossier. » Bon, il m'explique que malgré plusieurs relances, ça n'a pas été traité. Il y a, moi pour avoir parlé donc avec des membres, des figures importantes de la CAF, avec aussi des collaborateurs ministériels et avec d'anciens ministres, bon, ils étaient nombreux à savoir que des groupes comme People and Baby, mais ce n'est pas le seul, avaient hacké le système de la PSU et faisaient de fausses déclarations d'heures de présence de bébés. Votre impatience, mais il faut aussi laisser le temps à la ministre de pouvoir agir. Le deuxième point, c'est que vous dites que ce que vous voulez démontrer, je vous cite, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement
de la responsabilité de certains opérateurs obsédés par la rentabilité, il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics. Et vous continuez en disant « Quand un élu se vante de faire des économies, c'est une très mauvaise nouvelle pour les enfants. » Alors certes, j'ai bien compris que, et vous venez de le confirmer, vous parlez surtout des grandes villes. Toutefois, nous sommes nombreux dans cette salle à avoir été maires de petites villes ou de petites communes, donc des petits maires, qui avons créé, géré des crèches avec pour seule boussole le bien-être des enfants. Alors ma question est simple, ne pensez-vous pas avoir été un peu désobligeant, un tantinet impertinent envers ces maires qui se dévouent sans compter pour protéger notre bien le plus précieux, nos enfants? À l'égard des maires, malheureusement, ce sont les faits qui sont désobligeants à l'égard des maires. Il y a un point où vous pouvez faire concurrence et où ça fait toujours plaisir aux maires, c'est le prix. Donc ils sont arrivés, les principaux opérateurs. Je raconte comment la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges et People and Baby sont arrivés en cassant les prix. Et il y a des maires qui se sont retrouvés, ils avaient une offre à 7 000 € par berceau et on leur proposait 2 fois moins. D'ailleurs, certains se sont dit « Ah bah mince, on s'est fait arnaquer en fait avant. Comment on peut nous proposer 2 fois moins ?» C'est pas un journaliste qui vous le dit. Ce sont des opérateurs privés eux-mêmes qui s'en plaignent. Et Babylou est loin d'être le seul. Et vous allez entendre sûrement dans les prochaines semaines d'autres opérateurs privés dénoncer exactement la même chose, c'est-à-dire la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs de leur fédération et la co-responsabilité d'un grand nombre de mairies, de collectivités territoriales et de ministères. Plusieurs années, comment est-ce possible pour vous que l'État ne se soit pas rendu compte de ces dysfonctionnements? Les enfants, bien au contraire, c'est surtout un système que vous remettez en cause dans votre livre. Et on voit bien, évidemment, dans ce livre, la similitude avec ce qui se passe dans les EHPAD privés. C'est finalement le même système, à peu près, qui est mis en place avec des surfacturations, avec des nombres d'heures qui ne sont pas occupées par les enfants que l'on surfacture. Et donc, moi, j'ai des mots durs, mais c'est du vol. C'est du vol de la part de ces établissements privés vis-à-vis de la CAF. Ce qui s'est passé, quand ils reçoivent 2 offres ou 3 offres et qu'il y en a une qui est à 3 500 et l'autre qui est à 7 000, très régulièrement, pas toujours, mais très régulièrement, les maires ont fait le choix du moins cher. Soit parce que le maire considérait que c'était une bonne chose pour son budget municipal, soit parce qu'ils étaient poussés par l'opposition qui considérait qu'il fallait faire des économies. Mais en tout cas, très souvent, dans ce que j'ai vu, moi, il y a eu, entre 2 offres, on a choisi la moins chère et donc la moins disante. Pourquoi la moins disante? Je le raconte, j'essaye de prendre plusieurs exemples et de les analyser de manière très détaillée. Parce que, par exemple, quand je discute de ça avec le patron des Petits Chaperons Rouges, monsieur Rodo Kanaki, il me dit « Ah, mais non, mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a un prix en France, 7 000 ou 3 000. Il y a tellement de différences entre les crèches que c'est impossible de comparer. Ça dépend du lieu de localisation, des prix des loyers, du nombre d'effectifs, de 1001 choses qu'on nous demande. On ne peut pas fixer un prix. En vrai, il y a un prix. Tout le monde le sait. Il y a un prix, il y a une évolution des prix et il y a une baisse des prix. Bon, quand j'analyse une crèche comme celle de Nogent-sur-Marne, mais je l'ai fait aussi à Aix-en-Provence. À Nogent-sur-Marne, vous avez donc 2 opérateurs. Nogent-sur-Marne choisit de choisir l'offre la moins chère. Qu'est-ce qui se passe dans les années suivantes? La masse salariale, elle baisse de 10 à 15%. Il y a entre 2 et 4 ETP en moins. Pourquoi? Parce qu'à Nogent-sur-Marne, et d'ailleurs quand les Petits Chaperons Rouges obtiennent le marché, il y a un certain nombre d'élus de l'opposition qui disent en conseil municipal « Mais vous êtes sûr qu'on peut faire de telles économies? Parce que sur 5 ans, sur l'ensemble du marché, c'est 1,9 million d'économies. » Évidemment, pour un maire, quand vous pouvez faire 1,9 million d'économies, vous saisissez l'occasion. Bon, il y a plein d'élus qui disent « Mais attendez, les économies,
ça ne va pas avoir d'incidence sur la masse salariale, sur le nombre d'effectifs, sur le turnover. Non, non, vous inquiétez pas, on nous a promis que ce serait comme avant. Bon, c'est jamais comme avant. Il y a toujours une baisse des effectifs. À Nogent-sur-Marne, on est passé de, j'ai plus les chiffres exacts, ils sont dans mon livre, mais d'environ 700 000 euros de masse salariale à 550. Il y a une baisse salariale comprise entre 120 000 et 150 000 euros. Bon, 120 000 et 150 000 euros, c'est 4 postes. Sachant qu'un poste d'auxiliaire de puériculture chargé, c'est à peu près 33 000 euros par an. Bon, ce mouvement-là, il a eu lieu dans toute la France, ce qui ne veut pas dire que tous les maires ont fait ça. Il y a d'ailleurs, 6 grandes villes qui ont dit que soit ils avaient refusé de mettre en place des DSP, soit lorsqu'ils ont des DSP, c'est le cas à Bordeaux. À Bordeaux, Fanny Le Boulanger, elle a des DSP, mais elle a décidé d'augmenter les prix plutôt que de les baisser. Il y avait une baisse, elle a décidé de les augmenter. Bon, quand vous baissez les prix, il n'y a que 2 possibilités. Vous pouvez, de la part du maire, vous dire « c'est super, pour l'argent public, on fait des économies ». Moi, je considère que faire des économies sur la petite enfance est toujours une mauvaise idée, a toujours des effets. Il n'y a que 2 effets possibles. Il n'y en a pas 3. Hein. C'est soit le groupe qui a fait une offre 2 fois moins chère baisse son niveau de rentabilité, il baisse sa marge au point de mettre en péril son fonctionnement, soit il baisse sa masse salariale. Il n'y en a pas d'autre. Il y a ? Alors, vous savez, ça c'est un point intéressant, je vais vous répondre là-dessus. Quand j'ai rapporté dans le secteur, dans mon enquête sur Orpea, j'ai rapporté des éléments qui montraient que Orpea, je peux le dire aujourd'hui, détournait de l'argent public. Détournait de l'argent public en faisant des marges arrière sur les produits de santé, des RFA, et en gardant des postes qui avaient été financés dans ses comptes et en mettant ensuite, en versant les fonds au siège. Quand j'ai dit ça, mais combien de réactions j'ai eues où on m'a expliqué « Attendez, il y a des contrôles de la DGCCRF, il y a des contrôles des ARS, il y a des contrôles des inspecteurs du travail, il y a des contrôles des départements. C'est impossible, monsieur Castanet. » J'ai rencontré d'ailleurs, au moment après la publication des Fossoyeurs, des inspecteurs de l'IGAS et de l'IGF. Je les ai vus juste avant qu'ils lancent leurs investigations. Ils voulaient essayer de comprendre le fonctionnement. Et donc, je leur rapportais ça. Je leur disais, écoutez, d'après mes éléments, il y a ces excédents de dotation. Ça représente à peu près, ça peut représenter jusqu'à 2 millions d'euros d'excédents par région qu'on laisse dans les comptes. Et alors, les inspecteurs de l'IGAS et de l'IGS, ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, c'est impossible. Ils sont allés faire un contrôle dans les sièges régionaux. Ils m'ont rappelé ensuite pour me dire, vous avez raison. Il y a des excédents de dotation qui se font sans qu'aucun inspecteur le voie. Bon, vous me dites, il y a des règles sur les DSP. Malheureusement, c'est un fait, les prix ont diminué. Et ce n'est pas moi seul, Victor Castanet, journaliste, qui le rapporte. Hein. Moi, je suis que le porte-voix de plein d'opérateurs. Il y a des mairies de grandes villes qui le rapportent. Il y a des opérateurs associatifs, et vous savez quoi? Il y a des opérateurs privés. On me dit, ah mais attendez, vous stigmatisez les opérateurs privés. Mais je stigmatise personne. Vous savez pourquoi? Qui participe à cette enquête? Qui m'a alerté? Des familles, des salariés, de tous les groupes. Et pas juste des auxiliaires de puériculture ou des directrices, des salariés de terrain. J'ai eu dans tous les groupes des cadres du siège, des directeurs financiers, des DRH, des contrôleurs de gestion qui sont venus me voir. Ils ne disent pas qu'il faut mettre fin au privé. Ils disent aujourd'hui, il y a des dérives, notamment dans le low cost, et il faut y mettre un terme. Et la participation des fondateurs de Babylou. Moi, je n'explique pas que mon sujet n'est pas de dire Babylou fait bien ou pas. Babylou a décidé de s'opposer au low cost. Et il a choisi une autre stratégie de développement. Bon, les fondateurs de Babylou participent à cette enquête. Ils sont leaders européens du secteur. C'est un des plus grands groupes privés. Ils vous disent aujourd'hui, il y a une dynamique de low cost qui est en train de détruire le secteur de la petite enfance.